On va s'arrêter maintenant avec vous, Ammar Al-Hamidawi. Bonjour, merci d'être là, grand reporter à la rédaction de France 24, sur ces informations relayées par des médias américains, notamment sur le fait que les États-Unis tentent de convaincre les forces kurdes d'intervenir en Iran. De quoi parle-t-on précisément? Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Alors, apparemment, c'est juste dans les médias. En fait, on a rapporté ces informations toute la journée d'hier jusqu'à aujourd'hui. Mais les officiels, quand on les contacte, j'ai des contacts avec les représentants des partis kurdes qui sont actifs sur la zone. Vous étiez sur place il y a 2 semaines. On était avec Pauline Godard il y a 2 semaines sur zone. Ils confirment qu'il y a eu des contacts, mais ce n'est pas dans ce sens. Les informations qui sortent que Donald Trump, quand il a parlé avec les responsables kurdes, que ce soit côté irakien ou les responsables des partis politiques qui ont des branches armées iraniennes, c'était pour savoir leur capacité ou leur envie de participer à une possible opération militaire. Donc il les a sondés. Il les a sondés et ça reste là. En fait, après, on parle... soyons terre à terre et pratiques. Quand on voit les forces déployées de ces branches armées, de ces partis kurdes politiques, PDKI ou PGAK, c'est des partis, ou Komala, c'est des partis idéologiques qui ont des branches armées. Quand on voit leur armement, ça n'a pas en fait le pouvoir de combattre contre une armée régulière. C'est des armes légères à eux tout seuls. Ils ne peuvent pas tenir le sol, ils ne peuvent pas faire une percée. On a une idée du nombre d'effectifs de toutes ces forces réunies. Ammar, on peut le quantifier ou pas? Alors eux-mêmes, ils ne veulent pas communiquer sur ça parce qu'en fait, communiquer sur ça, c'est une information stratégique. Donc déjà, parler d'eux, c'est une épée à double tranchant parce que de côté positif, c'est que quand on parle d'eux, ça veut dire qu'ils existent, on compte sur eux dans ce qui se passe et le futur de l'Iran, s'il y aura un futur différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Et de l'autre côté, c'est le côté négatif, c'est que dans cette zone, ils sont là-bas par un accord étatique entre la Turquie, l'Irak et le Kurdistan irakien. Dans leur installation est identifiée. Ils sont à couvert. C'est facile de les bombarder. Donc quand on parle d'eux, ça fait aussi un cible. Et ce qu'on voit, c'est le fait qu'on a commencé à parler d'eux comme partenaires sérieux pour l'après, on voit les rafles qu'ils ont subies depuis 2 jours. Jusqu'à ce matin, il y a eu des installations qui ont été bombardées sévèrement par des missiles iraniens et aussi par des drones qui survolent la zone depuis toujours. Donc, leurs endroits sont identifiés, ils ont de secrets pour personne et leur nombre, je pense que les services iraniens savent exactement le poids et il faut aussi prendre en considération que les Kurdes dans cette zone, ils ont une pression énorme par la Turquie. La Turquie ne veut pas avoir un semblant de Kurdistan, deuxième Kurdistan dans la région. On a vu ce qui s'est passé en Syrie. Ils font tout pour empêcher une semblant de formation de cette Kurdistan en Iran ou en Turquie. Donc il y a une pression énorme et aussi Kurdistan irakien ne peut pas non plus subir cette pression pour les Kurdes iraniens. C'est des gens qu'on a hébergés parce que c'est la grande Kurdistan, mais en même temps, c'est des visiteurs qui commencent à créer des problèmes. Et le Kurdistan irakien, il vit depuis quelques années une stabilité, une prospérité économique et des relations internationales, notamment avec la Turquie et les pays du Golfe, qui veulent. Il n'aurait aucun intérêt. Donc pour l'instant, vu la situation, vu le sérieux de l'armement de ces groupes-là, je pense qu'aucun
kurde aujourd'hui qui est au pouvoir ne veut prendre le risque. Et l'exemple de Rojava est tout frais encore. Donc les Kurdes qui ont combattu pendant des années, depuis 2012 jusqu'à 2026, auprès des Américains, ils se sont retrouvés lâchés entre les mains de Erdogan en Syrie. Aujourd'hui, Afrin, elle était entre les mains des Kurdes. Aujourd'hui, l'armée turque a construit des bases, donc il a mis la main sur cette partie kurde de la Syrie. Donc les Kurdes, aujourd'hui, ils disent cette opération, elle n'a pas de date. Si c'était vraiment 2 semaines, si on s'engage dans cette opération, qu'est-ce qu'on va devenir après 2 semaines? Nous, les Kurdes, qui ne sommes pas vraiment armés à la hauteur de cette mission de renverser le régime iranien. Il leur faudrait des garanties aussi de la part des États-Unis. Pour l'instant, ils n'ont pas ces garanties-là. La confiance est... Et que les États-Unis nient les backupés, les armées. Donc... Mais alors, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les Américains laissent fuiter une telle information en expliquant qu'ils les ont sondés, contactés, qu'ils essaient de les entraîner avec eux aussi dans cette guerre? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à les piéger aussi? Là, vous disiez tout à l'heure que leur position avait été frappée, en tout cas le Nord avait été frappé. Est-ce que c'est aussi les entraîner malgré eux dans ce conflit, d'une façon ou d'une autre? Les Kurdes, en tout cas, quand on parle avec les Kurdes, ils n'ont pas cette, ils n'arrivent pas à prendre position. Donc ils ne riposteront pas pour le moment? Pour l'instant, ils n'ont pas les moyens. C'est-à-dire depuis 1946, donc la première tentative de créer la République kurde d'Iran, la Mahabad, jusqu'à aujourd'hui, ils rêvent d'avoir leur liberté et leur existence sur leur terre. Mais les moyens n'ont jamais été à la hauteur de leurs espérances. Et aujourd'hui, les Américains, avec que des promesses très légères, ne peuvent pas donner aux Kurdes cette assurance pour qu'ils aillent, eux, en devant aux premières lignes et combattre. Donc, ils ont beaucoup de mal à croire la version américaine, mais en même temps, ils ne veulent pas non plus être rejetés par les Américains. Donc, ils s'accrochent à quelque chose. Leur existence est très compliquée dans cette zone et surtout dans cette période. Donc, s'ils perdent, s'ils prennent position, ils perdent le soutien américain, ils se retrouvent avec personne. Donc, ils sont obligés d'écouter tout le monde, mais ils n'ont pas les moyens d'aller au-delà de ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Et cette ambivalence, vous l'expliquez très bien dans le grand reportage que vous avez fait avec Pauline Godard. Et moi, j'ai une question aussi par rapport aux différences idéologiques entre Kurdes, parce que ce n'est pas un groupe homogène. Il y a aussi certains Kurdes d'obédience marxiste, d'autres qui ont des visions différentes de ce que pourrait être ce grand Kurdistan. Est-ce que ça joue pas aussi finalement? Ça joue beaucoup. Ils ont tenté les grandes parties. Là, il y a 5 partis. Aujourd'hui, on apprend qu'il y a un 6e parti. Ils ont décidé de faire une coalition pour l'après si le régime tombe. Mais même ça reste vraiment léger parce que chaque parti il a son historique. Ils ne sont pas partis pour les mêmes raisons. Et d'ailleurs, quand on voit par exemple le Parti démocrate kurde, ses slogans sont différents des partis Komala par exemple, qui est marxiste, qui est vraiment, il a une vision mondialiste pour l'humanité entière. C'est pas que pour les Kurdes, c'est eux leur identité, mais leur vision du monde est différente. Il y a aussi, quand on voit aussi le parti PJAK qui porte un slogan « Une vie libre pour le peuple iranien ». Donc il y a aussi des partis qui luttent seulement pour avoir le droit d'exercer leur culture, de vivre avec leur culture kurde. Il faut rappeler que les Kurdes en Iran, ils n'ont pas le droit de parler kurde, ils n'ont pas le droit de s'habiller avec les habits traditionnels kurdes. Donc, ils sont effacés, leur identité est effacée sous ce régime-là. Il y a des groupes qui luttent juste pour l'identité. Donc, c'est très compliqué de parler aujourd'hui d'une possible alliance solide, mais en même temps, eux, ils excluent rien de tout ça. Ils veulent, en tout cas, on est en contact, que ce soit moi ou Pauline, parce qu'on travaille sur le sujet depuis des semaines. Tous les retours qu'on a, c'est qu'ils essayent de voir, ils sont prêts, mais à quel prix? Il y a un attentisme, en fait, pour l'instant, ils attendent de voir comment est-ce que les choses vont évoluer. Ils continuent, malgré les bombardements, ils continuent à occuper les camps qui se retrouvent dans la zone frontalière avec, de côté Kurdistan irakien avec l'Iran et de côté kurde de sommet de Kandil.
c'est leur existence qui est en jeu. Ils n'ont pas d'autre choix que de s'accrocher à leurs rêves. Et la raison d'être, c'est de pouvoir un jour libérer le peuple kurde de régime des mollahs. Et vous parliez d'ailleurs de l'impossibilité en Iran de vivre sa culture kurde. On rappelle quand même que Mahsa Amini, qui avait été tuée et qui a donné lieu au mouvement Femmes, Vie, Liberté, était elle-même de cette minorité-là. Merci beaucoup. Merci Amar pour ces explications.